Bienvenue sur les ondes de Pastel FM TV en direct sur Pastel. Nous recevons aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Grech, directeur du journal en ligne Orient 21, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la question palestinienne et nous le recevons aujourd'hui pour parler de ce livre, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Alain Grech, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pastel FM, un plaisir de vous recevoir. Première question, comment on écrit un livre aussi rapidement alors que le conflit est en train de battre son plein malheureusement et que le génocide se déroule? En l'espace de quelques mois, on écrit un livre sur un sujet aussi brûlant. Alors, bon, il faut dire que ce livre, bon, comme tous les livres, il est écrit en général par une personne, c'est-à-dire moi, mais il est aussi le résultat de tout un travail collectif, et c'est notamment le résultat du travail collectif d'Orient 21, qui est un journal en ligne qui maintenant existe depuis une dizaine d'années, et qui, notamment depuis le 7 octobre, a multiplié les articles sur la guerre à Gaza contre les Palestiniens, sur la question du terrorisme, sur les polémiques en France, sur la désinformation, etc. Et donc ça m'a quand même alimenté beaucoup pour ce livre. Sinon, je n'aurais pas pu le faire aussi rapidement. Alors vous avez écrit, je rappelle, plusieurs ouvrages sur la question palestinienne. Vous avez été rédacteur en chef du Monde Diplo. On parlait il y a quelques instants d'un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française, aux éditions Libertalia, qui vient d'être réédité. C'est une BD. Il y a aussi les 100 clés pour comprendre le Proche-Orient avec Dominique Vidal. Je veux dire, c'est un sujet que vous connaissez, que vous maîtrisez depuis longtemps. Il y a une histoire particulière avec la Palestine, M. Grech? Oui, il y a une histoire particulière. Sans doute le fait que je suis né en Égypte, que j'ai grandi en Égypte à l'époque, dans les années 50, c'est-à-dire au moment de la nationalisation de la compagnie du canal de Suez, de la guerre israélo-franco-britannique contre l'Égypte, etc. Et bon, j'avais 8 ans à l'époque, mais on était très politisés dans la famille et on était très intéressés, pas spécifiquement à la question palestinienne, mais à la question d'Israël, etc. Puis bon, j'ai grandi dans un milieu qui était à la fois communiste et souvent juif antisioniste, qui ne se reconnaissait pas du tout ni dans Israël, ni dans l'idée que l'Israël était la patrie dans laquelle il fallait retourner. Donc, bon, voilà, tous ces éléments ont joué. Et puis, quand je suis venu en France, bon, j'ai fait des études, puis j'ai commencé à militer, et je me suis intéressé au conflit entre Israël et les pays arabes, et ensuite avec l'émergence de la question palestinienne avec les Palestiniens, et puis j'ai, après des études de mathématiques dans une autre vie, j'ai fait une thèse sur l'histoire de l'Organisation de libération de la Palestine, donc ça m'a nourri. En même temps, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la recherche. Je suis quelqu'un qui intervient politiquement, journalistiquement sur des événements. Et franchement, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, j'aurais pas fait un nouveau livre sur ce conflit. J'ai dit ce que je voulais dire depuis longtemps. Mais là, il y avait quand même une urgence. L'urgence, c'est un génocide en cours sous nos yeux, qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et qui est un génocide qui est, cautionné non seulement par les États-Unis, mais par l'Europe, et, il faut le dire, particulièrement par la France. Très bien. Alors, depuis le 7 octobre, vous intervenez régulièrement à diverses invitations ici en France sur le territoire national, et vous commencez souvent votre conférence par le 6 octobre, il ne s'est rien passé. Oui, c'est ça. Vous savez, au lendemain du 7 octobre, les gens qui étaient invités dans les médias officiels, ce n'était pas mon cas, étaient sommés de dire... De s'expliquer, de se justifier. De condamner le 7 octobre, comme si le 7 octobre, c'était le début de l'histoire. Alors, le 7 octobre, ce n'est pas le début de l'histoire. L'histoire, elle remonte à au moins 1917. Même avant, en 1917, à la déclaration Balfour, à la promesse britannique de créer un foyer national juif en Palestine. Et alors cette manière de déhistoriser le conflit était particulièrement choquant. Et comme je dis, le 6 octobre, là,
Israéliens ont présenté ça comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, il ne se passait rien, il y avait la trêve, tout se passait bien, mais tout ne se passait pas bien. Gaza a été sous blocus depuis plus de 15 ans et malgré toutes les résolutions des Nations Unies, ce blocus se poursuivait. La répression en Cisjordanie, où il n'y avait pas le Hamas, était en 2022 comme elle n'avait jamais été depuis très longtemps. Donc il y avait tous les ingrédients pour les gens qui voulaient voir que cette question palestinienne allait un jour ou l'autre exploser. On pensait qu'il y aurait peut-être une nouvelle intifada, etc. Mais il fallait qu'il se passe quelque chose où le risque c'était, et je veux dire c'est un des arguments qu'avance le Hamas pour justifier son action, c'est de dire qu'on était en train d'enterrer la question palestinienne. Et la meilleure preuve c'est en septembre 2022, donc quelques semaines avant l'attaque, il y a Netanyahou, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, comme tous les ans, et Netanyahou fait un discours, il monte une carte du Proche-Orient, il a rayé tout simplement la Palestine qu'il a annexée à Israël. Donc il y avait vraiment un risque, de la rivière à la mer. Voilà, de la rivière à la mer. Il faut rappeler on parle beaucoup de la rivière à la mer, c'est dans la charte du Likoud. Ça n'indigne personne en Occident, enfin en Europe, ça n'indigne pas notre gouvernement, mais quand des gens qui soutiennent la cause palestinienne reprennent ce mot d'ordre, il y a tout de suite une indignation, vous voulez tuer les juifs, enfin bref. Donc, le 6 octobre, il y avait une situation explosive, elle était là le 5 octobre, elle était là le 4 octobre, la seule question qui était posée, c'est quand ça allait exploser, sous quelle forme. Personne ne s'attendait à cette action du Hamas, dont je rappelle toujours que même si elle s'est accompagnée de crimes de guerre, elle est avant tout une action militaire. Ils ont pris le contrôle d'une demi-douzaine de bases israéliennes, ils ont tué 400 soldats, ils ont pris parmi les otages, il y a beaucoup de soldats, et puis ils ont réussi, je veux dire... le gouvernement israélien le dit à sa manière en disant les États européens qui reconnaissent la Palestine, ils donnent une prime au Hamas. Ils donnent une prime au Hamas parce que le Hamas a remis la question palestinienne au centre. Et aujourd'hui, même Biden est obligé de dire qu'il est pour la solution à deux États. Et même Emmanuel Macron, qui depuis des années a oublié la solution à deux États. Il n'a jamais rien fait pour cette solution à deux États. Brusquement, il dit il faut la solution à deux États. Donc, voir la reconnaissance de l'État palestinien. On comprend pas. Franchement, si vous me permettez, je dis un mot sur la position française, parce que on est vraiment dans... Je ne sais pas comment il faut la qualifier, c'est une rupture totale avec toute l'histoire de la diplomatie française jusque dans les années 2000. C'est vraiment, dans la bande dessinée dont vous parlez, qui raconte l'histoire des relations France-Israël-Palestine depuis 1967, je dis, il y a eu, à partir de, globalement, Nicolas Sarkozy, il y a eu un tournant silencieux. Mais là, on passe du tournant silencieux, c'est-à-dire d'un truc qui dit, oui, on est toujours pour les deux États, mais en fait, on soutient surtout Israël et on développe l'alliance avec Israël. Aujourd'hui, on est dans un soutien et on est à mon avis, un élément, une couverture du génocide. Il ne faut pas oublier que la Convention de 1948 pour l'interdiction des génocides fait obligation à toutes les parties internationales, pas seulement aux protagonistes, de tout faire pour arrêter le génocide. Et la France ne fait rien. Elle fait quelques déclarations aujourd'hui, après avoir couvert les opérations pendant des semaines, les opérations israéliennes. Il y a un moment, elle dit il y a trop de morts, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la sanction? On ne reconnaît même pas l'État palestinien en disant il faut qu'il y ait des négociations, mais il faut qu'il y ait des négociations avec qui? Israël refuse l'État palestinien. Et pas seulement ce gouvernement, pas seulement Netanyahou, mais aussi l'opposition. Donc on est vraiment en train de... je pense que la France est complice dans ce génocide qui se déroule sous nos yeux. Très justement, M. Grech, vous parlez souvent du droit international qui reste pour défendre la cause des peuples, à l'autodétermination, à l'indépendance. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale s'est saisie. Qu'en est-il des résolutions de l'ONU votées, revotées par les Nations Unies, mais jamais respectées par le gouvernement israélien? Alors bon, on sait que ça fait des dizaines d'années qu'il y a des résolutions que le gouvernement israélien viole sans en payer le prix. Sans aucune sanction. Sans aucune sanction, en particulier de ses soutiens occidentaux.
Donc ça, c'est ce qui a changé avec cette guerre menée par Israël contre la population palestinienne de Gaza, c'est le fait que deux instances qui jusqu'à présent ne s'étaient pas prononcées sur la question et qui pèsent d'un poids important se sont prononcées. Alors la Cour internationale de justice, c'est la plus haute autorité des Nations Unies, c'est une cour indépendante et qui pour la première fois dit il y a un risque de génocide. Ils ne disent pas qu'il y a génocide parce que pour déterminer qu'il y a un génocide, il faudra des années avant qu'on détermine. Mais ils disent qu'il y a un risque, donc il faut l'arrêter. Même si ce n'est pas un génocide et c'est seulement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, il faut l'arrêter. Et le fait qu'il l'ait fait, et qu'il l'ait fait pratiquement unanimement, et je rappelle que la Cour de justice, qui est avec des juges indépendants, elle était présidée par une juge américaine. C'est pas des pro-palestiniens débridés donc c'est très important. Et elle a eu deux jugements. C'est la première pour dire il faut qu'Israël prenne des mesures. Israël n'en a pas pris. Maintenant, ils ont dit il faut qu'ils arrêtent les actions sur Gaza. Ça, pour l'instant, ça n'a pas d'effet concret, mais ça a un effet politique important. Ça contribue à l'isolement d'Israël. Et il faut bien comprendre que Israël n'arrêtera pas ses actions s'il n'est pas soumis à des sanctions. Et le discrédit de la politique israélienne aujourd'hui n'a jamais été aussi grand dans le monde, et c'est une forme de pression sur Israël. Et puis il y a la Cour pénale internationale. Ce qui est intéressant, c'est que cette Cour pénale internationale, elle a été saisie depuis très longtemps sur l'action de l'armée israélienne à Gaza, sur aussi les actions du Hamas, sur l'action en Cisjordanie, etc. Elle s'est refusée à prendre... Enfin, jusqu'à présent, elle n'avait ouvert aucune enquête. Le nouveau procureur a été élu il y a... M. Han, il y a 2 ans. À l'époque, la presse israélienne était dit c'est le candidat israélien. Il y avait 4 candidats, dont, je crois, 2 latino-américains, un européen. Mais lui est en fait, c'est un Britannique d'origine... Un Écossais d'origine pakistanaise. Oui, d'origine pakistanaise. Donc il était considéré... Il cachait toutes les cases. Voilà, il cochait toutes les cases, mais en même temps, il était soutenu par les Israéliens. C'est-à-dire, il pensait que c'était le mieux, et effectivement, on a eu l'impression pendant 2 ans qu'il faisait rien. Donc là, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, et le fait qu'il ait demandé à la Cour de prononcer des mandats d'arrêt contre 2 dirigeants israéliens et 3 dirigeants du Hamas est quand même quelque chose de très important. Alors, une des choses qui est étonnante dans cette inculpation, c'est que normalement, avant de se prononcer, le procureur consulte la Cour. Là, il a... zappé. Il a zappé. Non, la Cour doit se prononcer. C'est elle qui seule peut prononcer des mandats. Mais la question est pourquoi il a zappé. Et on sait aujourd'hui que il y a eu plusieurs enquêtes publiées, une par le Guardian, un quotidien britannique très respecté, et un quotidien israélien qui s'appelle 972, c'est le sigle pour le téléphone en Israël, qui est un journal vraiment un des meilleurs journaux israéliens de critique de la politique israélienne, qui montre comment depuis 10 ans, les services de renseignement israéliens et les Américains ciblent la Cour pénale internationale. L'ancienne procureure qui a dû démissionner il y a 2 ans avait été interdite de séjour aux États-Unis, ses téléphones avaient été piratés, etc., etc. Tout ça organisé par les Israéliens. Donc, je pense que M. Han a eu peur qu'il y ait encore des pressions qui s'exercent sur lui, et donc il a voulu dépasser tout ça. Mais c'est quand même très important, c'est-à-dire que c'est la première fois que cette Cour, elle ne va pas juger quelques dirigeants africains ou quelques chefs de milices africaines, mais quelqu'un qui est parti du monde occidental. Et le procureur l'a dit, et je crois que c'est très important, parce que c'est aussi ça qui est en cause à Gaza, c'est de savoir si la justice internationale s'applique pour tout le monde, ou bien si c'est seulement pour les dictateurs africains. Et Han a dit qu'il y a un certain nombre de dirigeants occidentaux qui lui ont dit « mais ton travail, c'est pas de t'occuper des pays occidentaux, c'est de t'occuper des pays africains ». Voilà. Et donc, le fait qu'il ait refusé ça est quand même un signe positif, et laisse... Bon, dans une situation qui est très sombre, je dis, c'est quand même un génocide qui se déroule sous nos yeux, etc., ça donne une petite lueur d'espoir.
Nous sommes en pleine campagne électorale européenne. Est-ce que vous pensez que l'échelle européenne peut être un niveau d'intervention, par exemple, en imaginant qu'il puisse y avoir un accord, entre guillemets, qui soit rompu l'accord entre l'Union européenne et Israël? Est-ce que ça peut jouer à ce niveau-là? Oui, bien sûr. D'une rupture? Si vous voulez, il y a aujourd'hui les pressions sur Israël, elles sont possibles d'abord de la part des Américains, mais on sait qu'ils ne les feront pas. C'est que, comme je dis, si les Américains décident aujourd'hui d'arrêter de vendre des armes à Israël, la guerre s'arrête en 24 heures. Donc, mais ils ne le feront pas. Bon. Mais l'autre partenaire qui a vraiment des possibilités de pression sur Israël, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est le principal partenaire commercial d'Israël. Donc si l'Union européenne, elle est liée à Israël par traité d'association. Le traité d'association en point 2 dit que le respect des droits humains est une des conditions de cet accord. Donc Israël viole les droits humains, personne ne le met en cause, et toutes les organisations humanitaires le reconnaissent. Donc il y a possibilité de prendre des sanctions. Et si l'Union européenne ne le fait pas, il y a possibilité au niveau bilatéral. Oui, des États, s'ils veulent le faire. Il y a des États qui ont arrêté de vendre des armes, pas la France. Il y a des États qui reconnaissent l'État de Palestine. Il y a des États qui reconnaissent la Palestine, pas la France. Il y a des États qui ont fait des déclarations extrêmement critiques à l'égard d'Israël, pas la France. Donc on est vraiment... Je pense que cette élection européenne, c'est une occasion aussi de dire très clairement que nous voulons une politique de la France. Changer la politique de la France aujourd'hui sur la Palestine et faire que ce soit une politique réellement d'opposition au génocide en cours à Gaza. Peut-être revenir sur le livre, M. Grech. En début et en fin d'ouvrage, vous faites une comparaison avec un pays qui est l'Algérie, en comparant des situations de révolte des peuples lors des luttes anticoloniales qu'a été la guerre de libération algérienne, mais même avant le massacre de Sétif. Est-ce que vous comparez les soulèvements des peuples? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est beaucoup, surtout depuis 3 mois, dans un discours humanitaire. C'est-à-dire, on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité commis par Israël, éventuellement par le Hamas, etc. Et je trouve que cette approche, elle est nécessaire. C'est-à-dire, il y a des lois de la guerre et il faut que les protagonistes respectent les lois de la guerre. Mais avant le droit humanitaire, il y a le droit politique international. Et le droit politique international, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Et que c'est ça qui est fondamental. C'est la violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination qui est la cause de la violence. Et je fais la comparaison parce que ça m'a semblé intéressant. Puis, en fait, c'était le résultat d'une lettre qu'un lecteur d'un de mes articles au Monde diplomatique avait fait, qui faisait la comparaison avec ce qui s'était passé en Algérie le 20 août 1955 à Constantine. Ouais. Donc, le 20 août 1955, nous sommes en gros un peu moins d'1 an après le déclenchement de la lutte de l'insurrection du peuple algérien contre l'occupation. La situation du Front de Libération Nationale algérien est extrêmement difficile. Il y a une pression militaire, politique, on arrête, on torture, etc. Et donc la direction du FLN demande à la direction nationale, demande à la direction de Constantine de mener une action. Donc, ils préparent, c'est une longue préparation, et puis le 20 août 1955, dans tout le Constantinois, ils attaquent des postes militaires, ils s'attaquent à des militaires français, etc. Et dans le cadre de ces attaques, ils mobilisent aussi la population locale qui participe avec les combattants du FLN. Et dans ce cadre-là, il y a des crimes qui sont commis, et dont un particulièrement horrible, c'est 8 enfants français d'Algérie qui sont exécutés ensemble. Ce qui n'a pas du tout eu lieu. Vous savez que bon, le 7 octobre, il n'y avait pas eu du tout d'enfants égorgés, il n'y a pas eu de femmes décapitées, etc. Mais il y a eu des crimes. Bon, il y a eu des crimes, et donc cette question de... Enfin, en Algérie, il y a des crimes qui sont bien moins importants à Constantine que ce qu'on avait dit à l'époque, ce que la presse française a dit à l'époque. Mais ils existent. Et après, on les condamne, bien sûr.
qui peut accepter qu'on tue des enfants qui soient palestiniens, français d'Algérie ou musulmans, comme on disait, d'Algérie. Et après, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? C'est-à-dire, le droit du peuple algérien à l'indépendance était un droit imprescriptible. Ils avaient le droit de se battre les armes à la main. Et que dans ce combat, il y a des crimes qui sont commis, c'est regrettable, mais... ce qu'on appelle le droit à la résistance. Voilà, c'est le droit à la résistance. Et globalement, je dirais, quand un peuple mène une lutte contre un État colonial, je veux dire, c'est pas une lutte à armes égales, c'est pas la Russie qui se bat contre l'Ukraine, c'est un peuple qui a souvent peu d'armes face à des gens qui ont des avions, des chars, etc., etc. Vous reprenez la formule de Larbi Ben Mahdi qui dit au général... Oui, qui était un des dirigeants de la résistance algérienne, qui a arrêté en 1955. On vous donne vos couffins, donnez-nous vos Voilà, il dit, parce qu'on l'accuse de mettre des bombes dans des couffins, dans des cafés fréquentés par des Européens, ce qui est vrai, et il dit, écoutez, donnez-moi vos mirages, c'est votre matériel, et moi j'arrête de faire du terrorisme, c'est-à-dire de l'attaque contre des civils. Voilà. Et ça, c'est la réalité, c'est-à-dire que la différence de force entre le FLN algérien et l'armée algérienne, ou entre l'Organisation de libération de la Palestine et l'armée israélienne, fait que le terrorisme a généralement été utilisé à des échelles plus ou moins grandes par les mouvements de libération nationaux, y compris l'ANC sud-africain. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui ont une vision comme si l'ANC sud-africain avait été une organisation pacifiste. Pas du tout. Donc voilà, c'est... encore une fois, si on veut que ça arrête des massacres, qu'il n'y ait pas de civils tués, il faut d'abord reconnaître et appliquer les droits politiques des peuples. Et avec aussi quelque chose que je dis, c'est-à-dire que on ne peut pas penser je pense du cas algérien, qu'on opprime un peuple pendant 130 ans, qu'on le dépossède de ses terres, qu'on le massacre, qu'il y a un génocide vraiment et puis penser qu'après, eux, ces gens qui se révoltent, ils vont aller lire les conventions de Genève pour dire il faut protéger les Européens et les Français. Je veux dire, on peut l'espérer. Je veux dire, encore une fois, théoriquement, il y a eu des discussions, il y a eu des tentatives de négociations politiques qui n'ont pas abouti. Oui, et au départ, la ligne du FLN algérien, c'était on ne touche pas aux civils. Et puis, bon... Après, c'est devenu compliqué parce qu'une partie des civils étaient armés, ce qui est le cas en Israël. C'est-à-dire, on n'est pas face à une population civile normale. On est face à des gens qui vont faire leur service militaire et qui font des périodes de 2 mois ou je ne sais plus exactement tous les ans, qui sont armés de plus en plus, etc. Donc, on est encore une fois dans des situations qui sont compliquées, qui c'est pas seulement des civils contre des militaires. Comme je dis, moi je veux bien accepter la définition du terrorisme comme, une attaque contre des civils, mais alors si le Hamas est une organisation terroriste, et l'État d'Israël est une organisation terroriste simplement à un niveau industriel, c'est-à-dire on est à une proportion de 30 Palestiniens tués pour un Israélien. C'est Norman Finkelstein qui parlait de l'industrie de l'Holocauste concernant l'exploitation médiatique du conflit, enfin de la Shoah. Est-ce que là, on a une nouvelle forme d'exploitation médiatique? Parce qu'on vit quand même des instants quand même assez particuliers du traitement médiatique. Et là, on va peut-être revenir sur le cas français, sur la question du traitement de l'information et du caractère mensonger du porte-parole de l'armée israélienne, francophone de surcroît. Et là, avant de rentrer peut-être dans la question médiatique, qu'en est-il du droit concernant les franco-israéliens qui vont se battre, entre guillemets, sur un théâtre extérieur avec la bénédiction de notre gouvernement? Alors, bon, du point de vue légal, des conventions qui existent entre Israël et la France, les Français qui ont la double nationalité ont le droit de faire leur service militaire en Israël. Ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est quand ils commettent des crimes de guerre. C'est-à-dire, bon, après bien des hésitations, le ministère des Affaires étrangères a fini par concéder que si on voyait que tel ou tel franco-israélien avait commis des crimes de guerre, il pouvait être poursuivi en France. Ça, c'est important. Et il y a des gens qui
il y a des plaintes qui ont été déposées contre des gens. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'avoir un discours, il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Et on a des Français qui participent à la guerre contre Gaza et qui ensuite peuvent revenir dans tel ou tel quartier français et se vanter d'avoir fait ça, et on pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Et on pense que, et s'ils se font attaquer, on va dire, ah, ils se font attaquer parce qu'ils sont juifs. Non, ils se font attaquer ils se font attaquer, ils se font dénoncer parce qu'ils participent à une entreprise génocidaire. Donc là, il y a vraiment une hypocrisie totale du discours officiel. Ça pose vraiment des problèmes que ces franco-israéliennes participent militairement. Et puis il y a l'autre aspect qui est ces journalistes franco-israéliens qui servent, comme j'ai dit, en gros, moi j'ai plutôt du respect pour les journalistes qui couvrent traditionnellement le conflit palestinien, c'est-à-dire dans la presse écrite, c'est des gens, bon, je peux ne pas être d'accord avec eux, mais globalement ils connaissent la question. Dès qu'il y a une guerre comme la guerre contre Gaza, les médias envoient des dizaines de journalistes, qui d'abord n'y connaissent rien. En plus, comme depuis 10 ans, pratiquement, on n'a plus parlé de la question palestinienne, selon de manière ponctuelle, ils n'ont aucune formation. Ils ne parlent pas l'arabe, évidemment. Au mieux, ils parlent l'anglais, pas toujours. Et quand ils sont en Israël, ils sont pris en charge par l'armée. Par les franco-israéliens qui vont défendre la position israélienne. Et les médias français n'ont aucun problème à utiliser des journalistes franco-israéliens qui, en fait, pour la plupart, annonnent ce que le gouvernement israélien leur dit. Il faut bien savoir, contrairement à ce qu'on pense, Israël est une démocratie, on peut en discuter, il y a des débats sur tout, mais il n'y a jamais la mise en cause de ce que fait l'armée israélienne. Et les informations que donnent les franco-israéliens, c'est ce qu'on leur donne l'armée israélienne. En revanche, ceux qui vivent sur le terrain, qui ont envoyé des centaines des images, comme je l'ai dit à la conférence, l'avocate irlandaise qui défendait l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice a dit, elle a résumé vraiment en une phrase, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux, filmé par les victimes, qui appellent au secours et on ne les entend pas. Mais ça, c'est un des aspects, mais ça a été filmé par les victimes, mais ça a été très peu montré. Alors en Israël, c'est pas montré du tout, dans ce pays soi-disant démocratique, c'est-à-dire ces images qu'on ne voit pas, blackout, mais en France aussi, sous prétexte que ces journalistes, c'est des Arabes, c'est des Palestiniens, c'est des gens du Hamas, etc., ils sont suspects, et on ne l'a pas utilisé. Il y a très peu. Orient 21, journal en ligne, ça fait maintenant 4 mois qu'on a un correspondant. Maintenant, il était à Rafah, il a été déplacé, mais il nous envoie 3 correspondances par semaine sur la vie quotidienne. Je crois que Blast a eu aussi un moment quelqu'un, mais sinon il n'y a pas, alors qu'il y a des dizaines de journalistes qui pourraient faire ça, ce travail pour les chaînes, mais ils sont suspects. Ils sont suspects, ils travaillaient à Gaza, donc ils sont peut-être des agents du Hamas, etc. Les journalistes de Jazeera ne sont pas des journalistes. Voilà. Et alors que les franco-israéliens sont tout à fait des journalistes, entre guillemets, qu'on peut adouber. Donc il y a vraiment un vrai problème, c'est-à-dire en gros l'idée que les Arabes mentent et les Occidentaux disent la vérité. Alors que toute l'histoire des conflits nous montre que les Occidentaux ont porté le mensonge à un niveau sans égal dans l'histoire. Vous faites bien de parler des journalistes. On est à 110 journalistes tués, quasiment que des Palestiniens ou des pays voisins. Un conflit n'a jamais été aussi meurtrier pour le métier de journaliste. Oui. Alors, il y a plusieurs éléments. C'est d'abord, c'est ce nombre incroyable de journalistes tués, mais le fait aussi que les Israéliens interdisent à la presse d'avoir accès. Et les journalistes en poste à Jérusalem, les journalistes étrangers, ont fait une demande à la Cour suprême israélienne pour avoir accès, sans être forcément embedded, c'est-à-dire embarqué par l'armée israélienne.
Il y a des risques, oui, mais enfin, bon, ça c'est le problème des journalistes de savoir s'ils assument les risques ou non. Qu'est-ce que dit la Cour suprême de justice ? Elle dit non, la sécurité d'Israël c'est la priorité. Donc si le gouvernement et l'armée israélienne disent qu'il ne faut pas, on ne faut pas. Donc on n'a pas d'image où les images arrivent plus difficilement, puis il y a toujours des choses. Est-ce qu'on peut faire confiance aux images ? C'est dès que les images arrivent de Gaza, on dit ah, elles sont manipulées, etc. Alors que... Ou c'est les images du Hamas. Voilà, c'est les images du Hamas. Donc, là, il y a effectivement un vrai problème sur la manière dont fonctionnent les médias chez nous, quoi. Et moi, ce qui me frappe depuis le 7 octobre, c'est que on a repris le narratif israélien, c'est-à-dire c'est en fait une guerre de civilisation, c'est une guerre contre la barbarie. Ce que le Hamas a fait, c'est horrible et donc face à ça, tout est justifié et que Israël est une armée morale qui fait des efforts pour limiter les pertes. Alors, quand vous voyez les soldats israéliens qui se filment eux-mêmes comme étant des crimes de guerre, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Et pourtant, ça reste quand même le discours dominant aujourd'hui. Très bien. Peut-être, M. Hilache, sur le livre, vous revenez aussi dans un chapitre, je rappelle que le livre a plusieurs chapitres, vous parlez de l'armée israélienne dans votre salon. Il s'agit quoi, des journalistes franco-israéliens? Oui, il y a, le plus célèbre, c'est Olivier Rafovitch. Il y a un passage intéressant. Qui ment systématiquement, qui raconte des contre-vérités et qui est pratiquement jamais contredit par les journalistes. Une fois par Mohamed Kassi. Voilà, une fois par Mohamed Kassi à TV5, et l'histoire vaut d'être racontée, parce que c'était à propos de savoir s'il y avait un quartier général du Hamas sous l'hôpital El-Shifa. On sait aujourd'hui qu'il n'y en avait pas. Mais Kassi interviewe Rafovitch et puis il le pousse dans ses retranchements en disant on ne voit pas ce qui se passe, etc. Et à un moment, Kassi s'énerve en disant vous ne faites pas votre travail de journaliste, vous nous interrogez comme si on était... vous n'avez pas le droit de nous interroger comme ça parce que nous sommes une démocratie. Et c'est quand même extraordinaire comme raisonnement, c'est-à-dire Israël est une démocratie, donc les journalistes n'ont pas le droit de poser des questions aux dirigeants. C'est quand même... C'est comme les gens qui... oui, Israël est pour les Juifs, en tous les cas, une démocratie, comme la France était une démocratie quand elle torturait, massacrait en Algérie. Donc si les journalistes n'ont pas le droit de faire leur travail, on ne sait pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet échange assez musclé entre Mohamed Kassi et Olivier Rafovitch va aboutir au fait que la direction de TV5 va désavouer Mohamed Kassi, qui va se pourvoir devant l'Arcom qui gère les... Ex-CSA. Voilà. Et l'Arcom va dire non, il a fait tout à fait son travail. Et TV5 ne va pas revenir sur sa condamnation. Et on sait qu'il y a eu des pressions sur TV5, politiques, pour dire c'est impensable qu'on puisse interviewer Rafovitch comme ça, alors que c'est un menteur professionnel. Je dis d'ailleurs... Comme je dis aussi, tous les porte-paroles des armées sont des menteurs. Ouais. Mais on n'est pas obligé de croire. On peut leur donner la parole, mais à condition de vraiment les interroger. En plus, le fait que le journaliste s'appelle Mohamed Kassi, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, il a été attaqué comme un arabe, etc., et que la direction de TV5 ne l'a pas du tout défendu. Elle n'a pas été très courageuse. Non. Peut-être revenir sur le dernier chapitre de votre ouvrage où vous dites, on constate qu'il y a antisémites et antisémites. Oui. La notion d'antisémitisme ou l'insulte, entre guillemets, d'antisémitisme a été utilisée à tour de bras. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, pratiquement pour Israël, tout le monde est antisémite. C'est-à-dire les Nations Unies, évidemment, la Cour internationale de justice. L'antisémitisme, ça. Pardon ? Ça disqualifie. Oui, bien sûr. Si tout le monde est antisémite, personne ne l'est. C'est vraiment... Mais ce qui me semblait... Enfin, la partie que j'ai voulu développer dans ce chapitre, c'est de montrer qu'on a ce discours israélien sur dès qu'il y a une critique d'Israël, vous êtes antisémite, mais qu'en même temps, Israël s'allie avec toute l'extrême droite antisémite, à la fois américaine et européenne, qui sont des gens... qui sont des antisémites, et c'est des partis où il y a des gens qui sont des négationnistes du génocide, etc., mais qui sont des défenseurs inconditionnels d'Israël, parce qu'ils pensent qu'Israël combat les musulmans. Et pour ces partis, le danger principal aujourd'hui, c'est les musulmans, c'est pas les juifs. Mais ça ne veut pas dire que pour eux, les juifs ne sont pas un danger, mais ça viendra après. Et le fait qu'Israël, comme écrit un journaliste israélien d'ailleurs, il dit...
rendre cachère, vous savez, cachère c'est bon, comme halal, les antisémites est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, en même temps, ils attaquent tout le monde pour être antisémites, mais dès qu'il y a un gouvernement comme celui de le pouvoir hongrois ou le pouvoir polonais avant le changement de majorité en Pologne, qui fait des déclarations très ambiguës sur l'Holocauste, etc., c'est pas un problème du moment qu'ils soutiennent Israël. Et quand ils soutiennent Israël, à ce moment, on leur donne carte blanche. Et l'autre chose, c'est comme vous disiez, c'est-à-dire que tout ça amène à négliger le danger antisémite. Oui, il y a un danger antisémite, il y a un antisémitisme profond en Europe, même s'il a reculé par rapport aux années 30, on n'est pas du tout dans la même situation, mais il existe, mais celui-là on ne le combat pas parce que c'est quand même extraordinaire, vraiment, je dis, ce qui restera de cette séquence de la guerre après 7 octobre, la cachérisation du Front National. Oui, c'est le fait que pour la première fois, l'ensemble de la classe politique a promu le Rassemblement national comme un parti faisant partie de l'axe du Front républicain. Fondé par d'anciens nazis. Fondé par d'anciens nazis, et dans lequel on sait, autour de Marine Le Pen, il y a plein de gens qui sont vraiment des antisémites acharnés, quoi. Donc, il y a cette manière de légaliser ou de justifier le Rassemblement national au moment où on a fait de la France insoumise, l'espèce de monstre antisémite, de nouveaux partis antisémites, etc., ce qui est absurde, mais malheureusement qui a un impact visiblement sur la population, la manière dont, au fil des déclarations à la fois des responsables politiques, du gouvernement, de la droite, de l'extrême droite, et même d'une partie de la gauche, et des chaînes d'information continue, il y a tous les jours quelque chose qui est pour condamner France Insoumise. Bon, France Insoumise, elle soutient les Palestiniens, elle le soutient de manière très systématique, et voilà, c'est pour ça qu'on l'attaque, c'est aussi pour discréditer une partie de la gauche. Alors peut-être pour revenir sur le climat actuel autour de, comme diraient certains, de l'islamophobie d'atmosphère, il semblerait que les Français de confession musulmane soient la 5e colonne de ce pays et qu'on vit des heures assez particulières en termes de répression, en termes de répression indolore, incolore. Et je vais reprendre deux messieurs qui ont marqué l'histoire de ce pays. Robert Badinter, qui disait il n'y a pas très longtemps sur Mediapart que la situation des musulmans de France ressemble à la situation des juifs des années 30. Moi, je pense que la comparaison est tout à fait valable. Et une des choses qui me frappe quand, aujourd'hui, il faut combattre l'antisémitisme, c'est un racisme particulièrement ignoble, mais on n'est pas dans les années 30. Dans les années 30, il y avait des grands partis antisémites. C'était pratiquement impossible d'accéder à un certain nombre de fonctions si on était juif. Tout ça, c'est cassé. Même le Rassemblement national n'ose pas dire qu'il est antisémite. Et vous avez, et c'est tant mieux, des juifs qui sont au gouvernement, dans les instances politiques, etc., etc. Ça pose aucun problème. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme, mais c'est quand même important. Aujourd'hui, ceux qui sont vraiment victimes d'attaques systématiques des médias et des politiques, et où l'islamophobie est vraiment l'étendard de toute une série de forces politiques en France. D'organisation politique. D'organisation, et d'abord celle qui est au pouvoir, c'est-à-dire, notamment depuis le discours sur le séparatisme de Macron, c'est sûr que les musulmans sont visés du simple fait qu'ils sont musulmans et qu'ils veulent s'organiser. Le simple fait d'affirmer son identité musulmane pose problème. On a tout à fait le droit d'être un Français juif, mais on n'a pas le droit d'être un Français musulman si on veut créer une association. On l'a vu avec la dissolution d'un certain nombre d'associations, la fermeture de mosquées, ce qui s'est passé avec le lycée Averroès. Enfin bon, on a vraiment une attaque systématique. En plus, c'est pas seulement
le parti d'Emmanuel Macron, c'est aussi la droite, c'est évidemment aussi l'extrême droite, et c'est même une partie de la gauche. Donc on est vraiment dans une atmosphère qui est extrêmement inquiétante. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui, aujourd'hui, ont peur de s'exprimer, même s'ils sont français. C'est-à-dire, si vous êtes français, au moins, vous ne serez pas expulsé. En attendant qu'ils inventent peut-être un jour la déchéance de nationalité. Donc, mais vous pouvez perdre votre travail. Vous pouvez être condamné pour apologie du terrorisme. Il y a vraiment une atmosphère qui est grave. Et c'est pour ça que la manifestation du 12 novembre, appelée par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de marche contre l'antisémitisme, était dangereuse parce que ils ont délibérément... Si la manifestation avait été contre le racisme et l'antisémitisme, je pense que ça aurait été beaucoup plus fort. Simplement, le Rassemblement national en aurait été exclu de fait, parce que c'est un parti raciste. Donc, délibérément, on est en train de laisser le champ libre aux forces racistes essentielles. C'est aujourd'hui celles qui s'attaquent aux populations musulmanes. Et on l'a vu dans un livre qui a été fait par des chercheurs de la région, qui est « La France, je l'aime, mais je la quitte », où on voit que des élites françaises, enfin, des gens des élites françaises, d'origine musulmane, qui sont le plus beau symbole de la réussite du modèle républicain. C'est des gens qui ont fait les grandes écoles, qui ont surmonté 3 fois plus de difficultés que leurs compatriotes qui ne portent pas un nom musulman, etc., réussissent et décident de quitter. Pas pour aller faire la hijra, je ne sais plus où, en Arabie Saoudite, mais ils vont où? En Angleterre, vont aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, parce qu'ils ne sont pas sans arrêt sous le coup de la suspicion. Pourquoi il porte la barbe et pourquoi il ne veut pas boire de vin et pourquoi être sûr? Est-ce que ce n'est pas un agent du Hamas et pas un agent du Frère musulman? Et je dis, bon, il y a une espèce de phobie alors des frères musulmans aujourd'hui avec une commission qui est en train d'être créée, dont on connaît d'avance les résultats, c'est-à-dire on va nous présenter comme une espèce de grand complot contre... Il y a une forme de complotisme, M. Grech, en fait, dans... Mais il y a eu un excellent livre dont on a parlé, le nom de l'auteur m'échappe, c'est Reza Ebrahimi, je crois. Il fait le parallèle entre antisémitisme et il dit il y a 2 points communs, et j'ai trouvé ça très éclairant. Il dit, le premier, c'est l'idée du complot. C'est-à-dire, vous avez le complot juif, et là, vous avez le complot musulman. Et, comme vous savez... Moi, j'ai pas mal travaillé pendant un temps avec les associations musulmanes, et je peux vous garantir que s'il n'y a pas un complot, c'est bien elles. Et si elles ne sont pas en train d'infiltrer la République, elles ne sont pas en train d'imposer leurs règles, pas plus d'ailleurs que les Juifs n'imposaient leurs règles dans les États. Et l'idée aussi que, finalement, la religion, c'est biologique. C'est-à-dire que c'était le cas des Juifs, parce qu'une grande partie des Juifs qui étaient attaqués dans les années 30, ils avaient Juifs que le nom. Ils n'étaient même pas croyants, simplement ils s'appelaient Lévi, etc. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous appelez Mohamed, Fatima, etc., vous êtes musulman, et c'est une biologisation de des musulmans. Donc il y a un vrai parallèle, et c'est inquiétant parce que... Vous avez une excellente formule que j'ai retenue, ce que vous disiez il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans maintenant, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Je suis juif en face de l'antisémite. Oui, c'est ça. On peut dire je suis musulman face à l'islamophobe. Oui. Et un ami à moi qui est journaliste, je ne le citerai pas, parce que je pense qu'il n'aurait pas envie que je le cite, à un moment il m'a dit je suis un musulman athée. C'est-à-dire, il dit je ne peux pas me désolidariser de ma communauté, même si lui, l'exemple de l'intégration tel que la rêve, c'est-à-dire il boit du vin, il mange du porc, il n'en a rien à faire de toutes les règles, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, il dit on peut pas, je ne peux pas dire je me détache, parce que je sens bien cette attaque extraordinaire qu'il y a contre ces musulmans. Et donc, voilà. Donc, c'est exactement comme un certain nombre de juifs qui se déclarent juifs parce qu'il y a l'antisémitisme et qui ne veulent pas se détacher d'une communauté imaginaire en partie. Et on fait quoi pour résister à ça? On résiste. Moi, je n'ai pas de réponse autre que de dire c'est important de résister, on reste debout. De rester debout, de ne pas baisser les bras. Les Palestiniens nous donnent une leçon d'unité. Un bon leçon.
je ne souhaite pas qu'on ait un jour à subir ce qu'ils ont à subir. Je dis, il faut se battre, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas se renoncer, c'est pas... Ce qui est en jeu, c'est pas seulement l'avenir des communautés musulmanes, c'est l'avenir en Europe, hein. C'est l'avenir de l'Europe, comme de l'humanité, de l'humanité, oui, de l'humanité, mais en Europe, c'est-à-dire du système démocratique, c'est-à-dire on va vers de plus en plus d'autoritarisme dans tous ces pays, c'est-à-dire jamais il y a eu autant d'interdictions de manifester, jamais il y a eu une telle criminalisation d'un mouvement de solidarité pacifique, je veux dire, avec un niveau de mensonge, je veux dire. Les jeunes de Sciences Po, les étudiants de Sciences Po se mobilisent pour les Palestiniens. Bon, on peut ne pas être d'accord, je veux dire, ils occupent un amphi, je veux dire. Depuis les années 60, ça rappelle des souvenirs, quoi. Et là, on a non seulement une attaque extraordinaire pour dire qu'ils sont antisémites, mais il y a, je ne sais plus quel ministre, qui dit qu'ils ont mis Sciences Po à feu et à sang. Je veux dire, moi j'ai été à Sciences Po, personne n'a mis Sciences Po à feu et à sang. C'est-à-dire, c'est vraiment une campagne de mensonges et de criminalisation. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que les événements de mai 68 ont commencé quand la police est entrée à la Sorbonne. Aujourd'hui, maintenant, systématiquement, on a la police qui rentre, qui viole une des libertés fondamentales dont l'Europe, à juste titre, se prévalait, c'est-à-dire les campus sont en dehors de l'atteinte de la police. Et ça ne suscite pas de réaction parce que, justement, il y a cette campagne médiatique incroyable qui se développe dans notre pays. Et politique, hein, je veux dire. Il y a la responsabilité des médias et la responsabilité des politiques. Merci, M. Grech. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir sur Pastel FM et puis au plaisir de vous revoir. Merci.